Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo avec Philippe, mon beau-père. Bonjour. On se retrouve donc pour parler de son travail, son écriture. Lysander. Du coup, Philippe, professeur des écoles, mais passionné d'histoire, de littérature, qui a publié son premier livre. Oui, donc c'est à la fois un roman et effectivement il y a une période de l'histoire qui sert de contexte, mais c'est aussi peut-être un roman d'aventure, un roman presque initiatique aussi. Après il y a le terme docu-fiction qu'on retrouve parfois dans des documentaires télévisés où on va intégrer dans un événement historique un personnage de fiction qui va servir justement à faire le lien entre... à la fois des lieux et des événements. On va passer au résumé pour vous donner un petit peu une idée. On est à Nîmes, ville dans le sud de la France, vers Montpellier. Dans les années 1930, on a Vincent, Jean, Georges et Henri, qui sont des adolescents passionnés de cyclisme, qui rêvent de participer un jour au Tour de France. Et c'est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, alors que la montée en puissance du fascisme bouleverse leur quotidien, que les 4 amis sont confrontés à un choix. Préserver leur sécurité ou défendre leurs valeurs. La sécurité, Lucie et Suzanne l'ont déjà perdue. Les 2 jeunes filles ont dû fuir leur pays et rejoindre clandestinement l'Angleterre, laissant derrière elles leur famille, arrêtée par les Allemands. Que peuvent faire des adolescents face à la guerre ? Faut-il s'engager ou tout perdre ? Entre la France, l'Angleterre et la Belgique, découvrez le destin de 6 jeunes prêts à tous les sacrifices. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé à écrire ce livre ? L'année où on a emménagé ici, il y avait des affiches un petit peu partout appelant les habitants du quartier à participer à un concours de nouvelles. Je me suis intéressé un petit peu à ça. Il y avait des contraintes quand même assez strictes puisqu'il ne fallait pas que ça dépasse 6 pages. Il y avait un nombre de termes à utiliser obligatoire. Il fallait que ça se passe dans le quartier. Et en particulier lors de l'inauguration du parc des Terres de Rouvière qui n'est pas très loin d'ici. Puis à gagner, le premier prix, c'était aussi donc le fait de pouvoir bénéficier de leur salle, la petite salle des fêtes, gratuitement. Donc je me suis dit, allez, je me lance. Et tu avais gagné ? Et j'ai gagné donc à ce concours de nouvelles. Bon, et puis suite à cette victoire, plusieurs personnes l'ont lu, de mon entourage, toi, et puis quelques autres personnes qui me connaissent, et puis qui ont exprimé en tout cas une sorte de frustration, c'est peut-être exagéré, mais de me dire, mais tiens, c'est bien ce que tu as écrit, mais waouh, il en manque tellement, on voudrait en connaître tellement plus sur ces personnages, ça serait bien que tu en fasses un peu plus. Bon, ok, après l'été est arrivé, on est parti en vacances, j'ai acheté 2-3 cahiers, un stylo, et puis ça m'a pris comme ça, de 6 pages, c'est devenu 10, 20, 50, 100. C'était pas prévu au début ? Pas du tout. Tu t'es juste dit, je vais poursuivre un petit peu C'était un peu presque un petit hobby de vacances, quoi, comme on achète des livres pour l'été à lire sur la plage. Moi j'ai dit, bah non, je vais pas lire cet été, je vais écrire. En tout cas, je vais essayer. Et puis finalement, je me suis pris au jeu. Voilà, donc ça s'est construit petit à petit, c'est pas du tout un écrit linéaire. Et justement, l'ouverture du parc des Terres de Rouvière, on en parle dans le livre, non ? Oui, puisqu'on en parle à la fin finalement, et quelque part ça va justifier un peu l'épilogue, et ça va un peu être une des clés, on va dire, des différents petits mystères qu'il y a dans le livre, et que voilà, c'est résolu pratiquement à la fin, lors de l'épilogue. Quand tu m'as offert le livre, tu m'as dédicacé, donc c'est une lecture d'aujourd'hui et de demain, pour la jeune femme que tu es, c'était quelque chose comme ça. Et effectivement, ce que j'ai noté sur cette lecture, c'est qu'on sent un vrai travail de recherche, que je sais du coup pour te connaître, où vraiment on essaie de nous imager, de nous retranscrire fidèlement des lieux, une époque, des occupations, des préoccupations. Donc la fiction se confond vraiment avec le réalisme. Ça, c'est quelque chose qui me paraît minutieux, difficile à faire. Tu t'es senti à l'aise dans cet exercice ? Alors oui, puisque finalement, déjà c'est une période que je connais assez bien, la période de la Seconde Guerre mondiale, pour lire des ouvrages d'histoire, même encore aujourd'hui, c'est plutôt en tant qu'autodidacte, mais enfin c'est vraiment l'histoire contemporaine, ça m'a toujours intéressé. Et puis dans cette histoire, il a fallu que je puisse justifier aussi à la fois du décor dans lequel j'allais placer les personnages, et puis dans leur façon de vivre. Finalement, qu'est-ce qu'un jeune de 15 ou 16 ans vivait à Nîmes dans les années 30, les années 40.
Donc pour que ce soit crédible et cohérent, il fallait que je fasse des recherches pour savoir les études, les occupations, les événements importants pour les jeunes de cette époque-là. Finalement, à la fin, quand j'ai mis bout à bout tous ces cahiers où j'écrivais à la main, tous ces bouts de papier, etc., ça représentait une pile, à peu près haute comme ça. Et en fait, le travail de recherche était aussi important. C'est-à-dire que j'ai autant travaillé dans la recherche que dans l'écriture. Et j'avais besoin justement de quelque chose de véritable pour que mes personnages soient cohérents et que ce soit le plus réaliste possible. Malgré le fait que les personnages soient des personnages de fiction, pas tous, mais certains, il fallait quand même que l'environnement dans lequel je les faisais évoluer soit crédible. Il y a beaucoup de recherches qui m'ont pris beaucoup de temps, mais qui m'ont aussi finalement beaucoup intéressé, qui m'ont aussi beaucoup appris sur cette période. En fait, ce que peut-être vous apprendrez en le lisant, je les ai moi-même apprises pendant les recherches. Alors justement, je voulais te parler des personnages. Tu disais que certains étaient inventés totalement, d'autres moins. Donc ça, je ne savais pas, on va en parler. Ce que j'ai noté, c'est que les personnages sont vraiment incarnés. Donc il y a tout un fondement, on sent du réalisme dans le contexte, mais même les personnages sont vivants, on les connaît dans leurs activités, dans leurs goûts, dans leur quotidien, leurs liens aussi, vous le verrez peut-être, mais amicaux entre eux. Et on a beaucoup de personnages principaux, ça m'a étonnée. Donc 2 filles, Suzanne et Lucie, et puis un groupe de garçons, donc il y aura Henri, Georges, Jean et Vincent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces personnages? Est-ce qu'ils ont existé? Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi? Alors, déjà, ce qui est important pour moi dans la construction de ces personnages, c'était leur âge. C'est-à-dire, pour moi, il fallait que ce soit des jeunes. C'est un livre du passé, du présent et de l'avenir. Voilà, pour moi, c'était aussi une forme de transmission, mais peut-être à rebours, on va dire, de ce qu'ont pu vivre des jeunes à cette époque, qui aujourd'hui auraient 100 ans, finalement, parce que ça aussi, c'était un petit peu des petites choses que je me disais. Des personnes qui ont 100 ans aujourd'hui, finalement, on les voit des vieillards, mais finalement, ils ont eu 15 ans à cette période-là. Donc, ces 4 personnages, finalement, ils sont inventés, tous inventés. Alors les prénoms, c'est pareil. Alors j'ai cherché aussi les prénoms de cette époque, les noms de famille. Il y a quand même un petit quelque chose. Alors il y a une référence pour moi, c'est Jean Robert et Vincent Faïta, qui a sa rue à Nîmes, et Jean Robert qui a une place à son nom, qui étaient 2 jeunes résistants. C'est pas eux directement les personnages de Lysander, mais pour moi c'est un hommage, alors caché, déguisé, mais en tout cas je pensais à ces deux jeunes hommes finalement. Les 2 autres, Henri et Georges, c'est des prénoms que j'ai trouvés dans les prénoms les plus donnés à cette époque-là à Nîmes. Donc ce sont 4 copains, finalement, c'est des copains de quartier, des copains d'enfance, des copains d'école. Pour Suzanne et Lucie, ce sont 2 personnages qui sont apparus dans la nouvelle, et surtout Suzanne qui était le personnage principal, parce que je voulais aussi valoriser et montrer le rôle et le courage des femmes qui sont peut-être parfois pas trop souvent mises en avant. Ça parce que effectivement. Finalement, la guerre, on voit toujours des soldats, des héros, des batailles, mais finalement, sans les femmes, des femmes courageuses et des héroïnes. Et puis finalement, au cours du récit, le personnage de Lucie en particulier a pris une importance prépondérante, alors qu'au départ, c'était vraiment au-delà, même pas un second rôle, une figurante. Finalement, elle va devenir, je pense, le personnage principal, et le personnage que j'ai vraiment aimé créer et décrire, et j'ai aimé lui inventer cette vie. Et à un moment, je me suis demandé qui était le personnage principal, et c'est vrai que Lucie est vraiment au cœur de l'histoire. Ils ont chacun leur moment, vous verrez. Et c'est ce qui m'a fait penser qu'elle était peut-être un peu plus développée, et que c'était peut-être elle, le personnage principal. Finalement, oui, parce que par aussi des choses plus personnelles. Alors là, après, puisqu'évidemment, quand on écrit, on met de soi, même inconsciemment, je pense. Mais Lucie, j'irais jusqu'à dire qu'elle me ressemble. Quelque part, c'est quelqu'un que j'admire. Malgré tout ce qu'elle a traversé. Et même, il y a un côté un peu désespéré dans ce parcours que j'admire. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des personnages pour lesquels tu t'es inspiré de personnes vivantes, des histoires
avérés. Oui, alors en fait, il y a des personnages qui ont existé, que j'ai utilisés finalement pour décrire un personnage que j'ai créé. Et puis, il y a aussi des personnages qui ont réellement existé, qui ont vraiment vécu, hein, qui ont vraiment traversé cette période, en particulier à Nîmes. Donc ces personnages, par contre, que je fais intervenir dans l'histoire, je me suis basé là sur des recherches personnelles de façon à ne pas inventer finalement des choses qu'ils auraient pu dire ou faire. Donc il a fallu que ce soit fidèle à leur existence, puisque pour certains, bon, c'est quand même une période dans la période de la Seconde Guerre mondiale, donc certains, en fonction des choix qu'ils ont faits et de leur engagement dans telle ou telle direction, il ne fallait pas non plus que, en tout cas, omettre certains faits sur ce qu'ils avaient fait. Et puis enfin, il y a un personnage finalement qui passe pour être un personnage peut-être un peu en arrière-plan, mais qui est aussi un des personnages qui m'a amené à écrire cette histoire. C'est un élève qui était au lycée d'Audet, un élève donc qui a vécu toute cette période-là. C'est un élève qui est dans le roman, qui apparaît dans le roman, et qui sera, du fait de sa religion, puisqu'il était juif, qui sera arrêté, qui sera déporté et qui mourra pendant sa déportation. Donc il sera gazé dans un camp d'extermination à Sobibor plus exactement. Et d'ailleurs, il apparaît sur la plaque dédiée aux élèves qui sont morts pendant la guerre dans le lycée d'Audet. C'est aussi ce livre un hommage et une façon aussi de continuer à ce que on pense à lui et on l'oublie pas, et que lui aussi, dans la génération que je décris, des jeunes gens, des enfants même plus petits, et à Nîmes aussi, hein, qui sont morts pendant la Shoah. Et tu étais allé au lycée, il me semble, pour récupérer des informations? Oui, je suis allé au lycée, j'étais en contact avec des professeurs de lycée d'ailleurs qui font toujours un travail autour de ces élèves-là qui ont disparu, même certains qui ont survécu, des enfants cachés par exemple. Et donc il y a tout un travail au lycée d'Audet et au-delà au niveau de l'académie pour justement amener les élèves aujourd'hui à connaître la vie de leurs lycéens, des lycéens qui les ont précédés dans le même établissement. Donc c'est aussi ça l'idée du livre, hein, c'est des générations qui se succèdent et suivant la période dans laquelle on est adolescent, ce qu'on peut rencontrer et qu'est-ce qu'on est amené parfois à prendre comme décision face aux événements qui surviennent. C'est vraiment ça le propos du livre. Oui, je crois que c'est un livre qui se veut aussi actuel. Et en tout cas, mon souhait, c'était aussi que ce livre parle à la jeunesse d'aujourd'hui, quoi. Je voulais aussi transmettre à travers ce livre un message. Et ce message, c'est que pour sauvegarder notre liberté et nos principes, nos valeurs, parfois, il faut les combattre finalement. Contre l'obscurantisme, la barbarie. Justement, par rapport à ce que tu viens de me dire, j'avais une phrase, peut-être la phrase qui m'a le plus touchée du livre, qui résume vraiment bien, je trouve, c'est vers la fin. C'était « Elle vécut toutes ces années dans un mélange de sentiments, l'espoir de les savoir vivants et la certitude désespérée de leur perte. » Et je trouve que ça représente bien ce cheminement entre du sacrifice de soi aussi, et en même temps, on le fait parce que ce à quoi on aspire est plus fort encore. Oui, et puis nous, avec le recul, maintenant, on peut remettre toute cette période-là dans une perspective globale, alors que je pense que pour les personnes qui l'ont vécu, ça on ne peut que l'imaginer parce qu'on ne peut pas se substituer à eux. Pour eux, il y a encore beaucoup de questions en suspens. Que sera l'avenir? Que sont devenus ceux qui ont disparu? Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il faut garder l'espoir? Voilà, et c'est vrai que les personnages sont amenés à prendre des décisions, sont amenés à faire des choix, parfois sachant qu'ils vont peut-être laisser derrière eux des gens qu'ils aiment et qu'ils ne reverront pas. Voilà, il y a aussi tout ça, hein, tous ces conflits intérieurs, finalement, qui ont dû être pour beaucoup de gens très difficiles à mener. Cette phrase-là, elle résume aussi ça, quoi, hein, c'est l'équilibre entre la vie, la mort, prendre des risques ou pas, penser à soi, penser aux autres. Il y a de l'espoir et du désespoir, et c'est vrai que ce mélange-là, finalement, sans le vouloir directement, je pense que oui, il est présent dans le livre. Perso, quand je lis un livre, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, je porte beaucoup d'attention au rythme du récit. Et j'ai été surprise de voir à quel point il y avait tous les processus narratifs, tu sais, de les ellipses, les recoupages. Je sens qu'il y a un vrai travail qui a pris du temps. Ça me paraît complexe pour un premier roman. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ce qui est assez paradoxal, mais bon, après j'ai peu d'expérience, donc
c'est que j'ai commencé par la fin. Je savais exactement comment ça se terminerait. Donc j'ai comme les 5-6 dernières pages du roman, c'est la fin, et j'ai commencé par écrire la fin. Donc en fait, tout le travail d'écriture, ça a été comment cette fin peut arriver. Donc j'ai fait tout un travail inverse finalement de comment à la fin les personnages se retrouvent dans cette situation-là, comment les personnages ont fait ces choix-là, pourquoi, qu'est-ce qui les amène jusqu'au point final. À Nîmes, dans les années 30, il y a des passages qui sont très faciles à écrire et que j'écris, que j'ai écrit d'un seul jet. Je peux écrire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures d'affilée finalement sans m'arrêter, même sans me relire. Mais j'écris à la main, j'écris au cahier, j'écris au stylo. Ah oui, il y a ça aussi. Voilà, il faut T'es d'abord passé à l'ordi au dernier moment. Voilà, l'ordi après c'est la mise en page, c'est la reconstruction des copier-coller, des choses comme ça. J'ai essayé de rendre une histoire suffisamment fluide pour que ce soit pas trop haché à chaque partie. Ça m'a permis de bien construire l'histoire. Ouais. Je savais que telle partie parlerait de tel personnage ou de tel moment, qu'une autre partie parlerait d'un autre personnage, d'un autre moment, qu'entre les deux, il manquait peut-être quelque chose, comment je passe d'un moment à l'autre, comment je passe d'un personnage à l'autre, comment j'essaie d'articuler le récit, en sachant que voilà, très vite s'est mis en place la notion de première partie, deuxième partie. Et j'ai travaillé aussi sur l'équilibre du nombre de pages. Il y a ça aussi, effectivement. J'ai fait en sorte que la première partie et la seconde partie soient équilibrées. Carrément. Donc voilà, il y a tout un travail comme ça de dosage, à la fois dans la quantité du texte, dans l'apparition et l'importance des personnages. Alors ce qui, moi, m'a un peu gêné dans l'écriture, c'est que comme je ne l'ai pas écrit du début à la fin, et que j'ai progressé, bon après c'est peut-être... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que mon écriture a progressé au fur et à mesure que j'écrivais, sauf que comme c'est pas écrit dans un ordre chronologique, il y a des passages que j'ai trouvés un peu plus mécaniques, un peu moins humanisés. Ça se ressent moins, et puis moi j'étais assez vraiment bluffée par la forme que ça a pris. Le fait qu'il y ait effectivement le prologue, l'épilogue, c'est comme ça que ça s'appelle, après, qui est effectivement de la division, et puis tous les échos dans le temps et entre eux. Le fait que ça commence avec Suzanne, ça finit avec Suzanne. Enfin, ouais, vraiment la structure était conscientisée, on sentait qu'il y a un vrai soin. J'ai fait un très très gros travail de relecture, de construction. J'ai vraiment essayé de travailler tout ça. Et quelque chose qui m'a servi, c'est que sur Internet, je regardais un petit peu des écrivains qui racontaient leur expérience, pourquoi j'écris, comment j'écris. Et il y a un écrivain, alors le nom, je m'en souviens plus du tout, qui a dit... je suis satisfait d'une page au bout de la 40e fois que je la réécris. C'est comme quand on tamise du sable. C'est-à-dire qu'au début, les gros cailloux, puis les cailloux moyens, et on arrive à un sable de plus en plus fin. Et c'était vraiment ça le travail, c'est de tamiser le texte, finalement, pour arriver à quelque chose de fin. C'est une image qui me plaisait, ça, parce qu'au début, on écrit de façon spontanée, donc il y a des écueils, des répétitions, des phrases mal dites, du vocabulaire qui n'est pas adapté, etc. Donc au-delà de l'histoire même que j'avais en tête, il fallait après que je la mette en forme. À chaque fois que je la relisais, je lui trouvais des défauts. Pour moi, voilà, c'était vraiment un travail très très long. J'ai jamais eu de discipline, on va dire, d'écriture type j'écris une page par jour ou de 9h à midi. Mais ça pouvait me prendre en pleine nuit, par contre. Et là, je pouvais pas attendre, il fallait que j'écrive tout de suite parce que je me disais, ça demain je me rappellerai plus, et cette phrase que je semble parfaite, même si elle fait que 10 mots, je la retrouverai jamais. Alors on en parlait l'autre fois, c'est comme quand on fait un tableau ou un dessin, à quel moment on décide que c'est fini. Peut-être qu'un compositeur, un musicien ou un photographe ou un vidéaste, à quel moment il va estimer que pour lui c'est fini, c'est très difficile. Et puis il y a un moment, il y a un déclic. Je me l'étais dit, pour moi là c'est fini. Même si d'autres pourraient dire oui mais là tu pourrais reprendre ça. À partir du moment où on est influencé par les conseils des autres, qui sont nécessaires et qui aident aussi dans l'écriture, si on se laisse trop aller à cette influence, finalement il y a quelque chose qui nous échappe et on perd un peu de l'authenticité de ce qu'on voulait dire. Je voulais te parler des chapitres, donc toujours sur le rythme de narration, qui sont étonnamment courts, c'est très fractionné en fait. Ouais. Est-ce que c'est une volonté ? Finalement, oui. J'arrivais pas à construire un récit d'un début à la fin sans avoir justement ces ruptures. C'est aussi peut-être parce que c'est ce que j'aime lire. Après, ça rejoint peut-être aussi un goût personnel. J'aime bien une forme de condensation dans l'écriture. Ce qui reste, c'est l'essentiel. J'ai pas voulu embarrasser ou alourdir l'histoire par
des descriptions. Alors j'adore lire des romans avec des descriptions dans Zola ou dans des choses beaucoup plus contemporaines. Mais moi, je voulais aller au cœur des choses. Et pour moi, le cœur des choses, c'était ces jeunes, la vie, l'urgence. C'est un roman d'action. Je pense, oui. C'est une course, il y a quelque chose de très digeste aussi. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a plu. J'ai pu le lire aussi sur des petits temps comme ça. C'est pratique aussi quand c'est court comme ça. Oui, parce que justement, le principe des chapitres assez courts, l'idée c'est ça, quoi. On peut lire un morceau en 5 minutes, tu en te 3 remets minutes. dedans et tu sais tout de suite voilà, où tu es. On dirait plein de petites histoires imbriquées les unes dans les autres. C'est exactement ça, et c'est même l'idée et le principe que je me suis donné dans la construction du livre. J'ai fait en sorte que chaque chapitre soit une histoire, une petite histoire presque indépendantes les unes des autres. Alors évidemment, elles sont interdépendantes de par le récit et les interactions entre les personnages. Chaque chapitre, pratiquement, se lise comme un épisode avec un début, une fin, et qu'ils aient tous à peu près la même taille. Et c'est pour ça aussi que chaque chapitre a un titre. Et finalement, c'est quelque chose qui m'est venu tout à fait naturellement. J'ai tenu à ce que chaque chapitre ait son titre et un déroulement spécifique. Donc si j'ai réussi à faire ça, en tout cas ça a été une de mes contraintes d'écriture. Au début ça s'est fait naturellement et après j'en ai fait un principe. Comment tu nommes tes chapitres ? J'aimais bien que le titre du chapitre soit presque comme une petite énigme. J'aimais bien cette idée que peut-être le lecteur chercherait, mais pourquoi ça s'appelle comme ça ? Pourquoi ce chapitre s'appelle FE3O4 ? C'est surprenant les titres de chapitres. Pourquoi ce chapitre s'appelle Maline alors que personne n'est malin ? C'est un petit jeu auquel je joue moi-même, mais que j'ai voulu aussi partager avec peut-être le lecteur, qu'on se pose aussi des questions et qu'on cherche à comprendre. C'est peut-être prétentieux de ma part, mais j'aime bien quand on lit au-delà des lignes. Des fois on dit on lit les lignes, on lit entre les lignes. Et on peut lire aussi au-delà des lignes, et c'est ça qui me plaisait dans le fait d'écrire, c'est peut-être de lire des choses finalement qui ne sont pas écrites, de se faire une représentation finalement qui n'est pas dans la description, mais qui est dans l'imagination qu'on a chacun pour finalement donner chair au personnage, un visage, une voix. C'est en ça aussi qu'il n'y a pas trop de description, parce que chacun a la liberté peut-être de les imaginer. Il y a quelque chose que j'avais pas noté mais que j'ai rajouté là parce que en échangeant, je me rends compte que finalement il y a énormément de subtilité dans ce roman. Plein de références à toi, à ce que tu as lu. Moi j'ai compris aussi des choses par rapport à nous, à tes filles aussi peut-être. C'est un peu ce que je disais par rapport au titre de chapitre, c'est-à-dire qu'il y a des petites choses, et je pense que dans beaucoup de livres finalement qu'on lit, il y a ça, mais peut-être que seul l'auteur ou ses proches le perçoivent. Bon, toi, tu as perçu des choses, évidemment, on se connaît, tu me connais bien, et je pense qu'autour de moi aussi, il y a des gens qui ont perçu des choses, même de ma propre famille, il y a des choses même que je décris qui sont des choses personnelles, des choses, on va dire, même familiales. Il y a un des garçons dont le grand-père a une importance importante, et en fait, c'est tout à fait quelque chose que je reprends de mon propre grand-père. Donc voilà, il y a des choses aussi qui font référence aux gens que je connais, aux gens que j'aime. Il y a des références aussi à leur façon de voir le monde, à leur façon de voir les choses, à leur sensibilité. Et c'est aussi quelque chose qui m'a été utile pour, on va dire, humaniser les personnages et leur donner finalement des qualités ou des principes ou des façons qu'ils ont de penser. Je les ai donnés à mes personnages par... presque, c'est une forme d'hommage aussi, une forme de reconnaissance aussi vis-à-vis d'eux. Oui. Alors c'était pour moi un plaisir de le lire, à titre... Merci. à titre affectif et même, vous le savez, j'adore lire. Ça s'éloigne de ce que je lis d'ordinaire et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et je suis très reconnaissante que tu aies écrit ce livre. J'ai entendu autour de nous que c'était intéressant, que c'était chouette et qu'on aimerait en savoir plus, on aimerait en avoir plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de le poursuivre ou d'écrire encore ? Alors, j'écris le deuxième. Alors je suis en train d'écrire un deuxième roman qui est déjà... Bon. oui. Je savais pas. Alors, parce qu'en fait, ce livre, finalement, c'est un itinéraire. Enfin, pour moi, c'est un quadruple itinéraire, on va dire. C'est un itinéraire géographique, parce que finalement, les personnages se déplacent finalement de pays en pays.
c'est un itinéraire chronologique, puisque finalement ça commence par leur enfance, et on peut dire que ça finit aujourd'hui, ça se termine aujourd'hui. C'est aussi un itinéraire psychologique, parce que les personnages, ils sont enfants, ils deviennent adolescents, il y a des prises de conscience, il y a des choix, etc. Il y a des drames, etc. Donc psychologiquement, ils évoluent. Et puis pour moi aussi, c'est un itinéraire, parce que c'est un itinéraire créatif, un itinéraire d'écriture, même si c'est un itinéraire pour moi, pour me connaître aussi à travers l'écriture de ce livre. Et donc, c'est vrai que sur cette lancée-là, je me suis dit, bon, j'aimerais bien continuer. Alors, c'est pas une suite. Bon, il y a un des personnages finalement qui arrive un petit peu vers la fin du livre, finalement qui va être un peu qui va reprendre un peu le témoin de cette histoire-là. C'est génial. Et Je vois. qui ferait peut-être le chemin inverse. C'est-à-dire que j'aime bien la notion de boucle, d'aller-retour entre le présent, le passé. Enfin, l'histoire donc commence dans les années 30, se termine aujourd'hui, et je pense qu'il y a un des personnages d'aujourd'hui qui va faire ce chemin inverse pour aller explorer et essayer de retrouver un peu les sources et les racines finalement du précédent livre. Alors c'est pas une suite, mais c'est presque deux livres qui pourraient se lire en parallèle. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse lire l'un ou l'autre, l'un en premier et l'autre en deuxième, et inversement, sans savoir lequel est le premier, lequel est le deuxième. Mais bon, voilà, là, pour l'instant, c'est sur des cahiers, voilà. Mais c'est déjà bien avancé. Mais du coup, là, à la différence du premier, où j'avais la fin, et j'écrivais de la fin jusqu'au début, là, j'ai le début, j'ai une idée de la fin, mais bon, c'est plus du tout, par contre, le même procédé d'écriture pour moi maintenant. Qu'est-ce que tu as appris? Et c'est vraiment une question qui mérite réflexion. Qu'est-ce que tu as appris de l'écriture de ce livre? Ce que j'ai appris, c'est que c'est possible. Je suis persuadé qu'on en est tous capables. Si, on est tous capables d'écrire. C'est-à-dire qu'on est tous capables de réussir, en tout cas, à raconter une histoire. Parce que l'histoire, elle est nourrie d'autres histoires. On n'écrit pas, on réécrit finalement en mettant des bouts de tout ce qu'on a, de toutes nos influences et de toutes nos sources finalement, qu'on arrive à faire coexister pour créer sa propre création finalement. Et je pense qu'on est tous capables, alors peut-être pas de l'écrire, parce qu'il y en a peut-être pour qui l'écriture, bon, ça pose des problèmes plus techniques, type faire des phrases, orthographe, tous ces trucs-là, mais on est tous capables de raconter ou d'inventer ou de créer quelque chose en prenant tout ce qu'on a vécu et en essayant d'en faire un objet personnel. Ça, je suis sûr qu'on est tous capables. Ça peut être une poésie, une chanson, un dessin, une danse. Enfin, je veux dire, tu es bien placé pour le savoir. Je pense qu'on en est tous capables. Après, on se l'interdit, parce que peut-être qu'on pense qu'on n'est pas légitime. D'ailleurs, moi, c'était un peu ça. Est-ce que je suis légitime pour écrire un roman, le proposer parce qu'après, bon, il y a l'écriture, je suis content, j'ai terminé, je le fais lire. Est-ce que ça, voilà, de mon entourage, et puis pourquoi pas, je vais l'envoyer à des éditeurs, quel retour je vais avoir. Je m'attends en plus, à des retours plus ou moins positifs, et c'est tout à fait, c'est le jeu, on va dire, quelque part. C'est ça, moi, ce que ça m'a apporté, c'est de me dire, mais finalement, j'ai réussi à le faire, quoi. Je peux le faire. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait telle ou telle école, telle ou telle étude, d'être issu de tel ou tel milieu, et de dire, non, mais moi, c'est pas pour moi ça. Non, je crois que la création, en plus, c'est une respiration, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'intellect, ça fait du bien à l'entourage, même si ça mène pas finalement à un livre publié, même si ça mène pas à une exposition de ses dessins, même si ça mène pas à un spectacle de danse ou une vidéo qui va être diffusée, déjà c'est quelque chose de personnel. Et après, qu'on offre ou pas, qu'on montre ou pas, évidemment à partir du moment où on prend la décision de le montrer et de le donner finalement, de le transmettre à d'autres, et que quelque part aussi ça nous échappe un peu, il va vivre de sa propre existence, peut-être qu'il intéressera certains, et en tout cas je me dis aussi, c'est peut-être prétentieux de ma part de dire ça, mais c'est quelque chose qui restera peut-être. Oui, c'est une marque, donc, c'est une création. Et puis c'est moi, enfin je veux dire, Lysander c'est moi, les personnages c'est aussi un peu moi, tout ce contexte, toute cette histoire, finalement moi je m'y retrouve tout à fait. En tout cas c'est cohérent et c'est en accord et c'est fidèle à moi-même, quoi. Je te remercie pour toutes ces réponses, et donc j'avais une dernière question. C'est par rapport à la couverture du livre, qui est ainsi, et elle s'affichera de toute façon à l'écran.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce choix de l'avoir illustré par cette photo? Oui, alors il y a eu plusieurs recherches. Au départ, j'ai essayé de trouver une photo qui devait, à mon sens, illustrer presque être une synthèse du livre, mais ne pas trop en dévoiler le contenu. Je voulais pas non plus une photo trop explicite, parce que bon voilà, j'ai eu plusieurs idées qui me sont venues. Cette photo, finalement, elle s'est imposée immédiatement Ouais, dès que tu l'as vue, dès qu'on me l'a proposée, je me suis dit mais c'est la photo, c'est Lysander, c'est la couverture. Donc c'est une femme. Et c'est vrai que dans ce livre, il y a plusieurs personnages féminins très importants. Et finalement, cette femme sur la couverture, pour moi, elle représente un peu la synthèse entre les différentes femmes, jeunes femmes, qui sont des personnages très très importants de ce livre. Et je trouve que voilà, elle a un regard à la fois intérieur et est-ce qu'elle pense à l'avenir, est-ce qu'elle pense au passé, est-ce qu'elle pense au présent. Voilà, elle est dans une attitude presque de méditation, de concentration. L'image, je la trouve très bien construite et je trouve qu'elle colle parfaitement avec le livre. Je peux pas en imaginer une autre maintenant. Pour moi, elle est évidente. Et puis tu me parlais de l'architecture aussi, qui fait penser un petit peu à Nîmes avec la colonne ici. Voilà, c'est qu'en plus, voilà, en arrière-plan, petit clin d'œil, colonne de la maison carrée. Et comme l'histoire se passe en partie à Nîmes et que la plupart des personnages sont nîmois, voilà, c'était aussi une référence que j'ai aimé ajouter pour la première image qu'on aura de ce livre, cette photo. Et je pense que bon, cette photo, elle est un peu intrigante, un peu... Voilà, elle peut donner envie d'en savoir un peu plus. Bah, écoute, je te remercie. Moi, j'ai toutes les réponses à mes questions. Bah, c'est moi qui te remercie, Emma. Je suis très très content d'ailleurs de participer avec toi à cette interview. Bon, voilà, c'est la première que je donne, mais moi aussi. C'est vrai. Bon, bah écoute, j'espère que ça vous donnera peut-être envie de lire ce livre et en tout cas, j'espère aussi que ça vous donnera peut-être envie d'écrire, de raconter et d'aller puiser aussi dans vos souvenirs, dans votre entourage et je crois aussi d'aller parler parfois à des personnes plus anciennes que nous, qui ont vécu une autre enfance, une autre jeunesse, une autre adolescence et nous on les voit aujourd'hui comme nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, mais je suis sûr qu'ils ont des tas de choses à nous raconter, des tas de choses à nous apprendre, qui leur ont servi et qui pourront aussi nous servir et qui sont à transmettre. Je pense que voilà, ce livre aussi, et je pense que toute cette expérience moi que j'ai vécue à écrire ce livre-là, il y a une idée de transmission de toute façon et on continue la transmission qui est primordiale. Voilà. Merci Emma. De rien, ma mère. Bah écoutez, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mettrai donc dans la barre d'informations tout ce qui concerne ce livre si vous êtes intéressés. Merci de nous avoir suivis dans tous les cas. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye tout le monde. Au revoir. Et moi je vais lire le livre.